Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Vous savez, ce sont des entreprises françaises, pour la plupart du temps, qui s'engagent sur différents sujets. Et au sommaire de cette émission, comment verdir la filière viticole, recycler les résidus de vin pour transformer en vinaigre, un marché en pleine croissance, la recyclerie de vin et autres produits œnologiques lancés par le vigneron Jean-Luc Maldan à Chauray-les-Beaunes permet aux vinificateurs et négociants d'écouler leurs résidus polluants et au passage d'élaborer un produit dont la consommation est en hausse, le vinaigre. Avec plus, et là ça me fait rêver, vous aussi je parie, de 300 000 tonnes consommées en France en 2019, les Français raffolent du chocolat. Ah oui, là ça donne envie. Crocola, une jeune entreprise marseillaise, s'engage pour reverser les codes du chocolat pour enfants et propose des produits qualité et goût, des tablettes de chocolat 100% naturel, éco-responsable, avec un packaging, un emballage ludo-éducatif. L'un des fondateurs, Alexandre Canard, sera avec nous. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et nous avions hâte de l'accueillir. Jean-Luc Maldan est avec nous, un vigneron propriétaire du domaine Maldan-Pavelot et premier recycleur d'Europe de produits œnologiques à Chauray-les-Beaunes en Côte d'Or. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Bonsoir. Bien sûr, bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes viticulteur depuis à peu près près de 40 ans, c'est ça ? Oh oui, je viens de fêter ma 40e vinif professionnelle. Ça fait déjà un petit moment, quoi. 2 ans d'apprentissage et puis 38 ans dans la vie professionnelle. Voilà, c'est un peu mon petit parcours. Voilà, petit parcours avec un domaine qui représente une vingtaine d'appellations. Oui, c'est ça. On travaille sur 20 hectares. On fait 30% de vin blanc, 70% de vin rouge et on a une vingtaine d'appellations. Du générique au grand cru dans toutes les couleurs sur la zone de la colline de Corton, entre Corton et Beaune. On a regardé votre site internet avec Cécile, je veux dire, ça laisse absolument rêveur. Les images sont magnifiques, malheureusement le goût, on ne peut pas l'avoir par internet. Non. Vous avez dit Corton, vous avez comme appellation Alox Corton, quels autres vous faites? Et puis les cépages, Pinot Noir, je crois, Chardonnay, dites-nous un peu tout sur ce que vous faites, parce qu'on l'a vu sur internet, c'est magique. Disons qu'on travaille les 4 cépages bourguignons, hein. Donc le Gamay qui n'est pas forcément le plus courant en cépage rouge. Oui. On fait aussi du Pinot Noir avec des appellations comme les Bourgognes régionales, des Chauray, des Savigny premier cru, vous voyez, Alox Corton premier cru, 2 bonnes premiers crus différents. Du Ladois et puis donc des Cortons renardes et puis en rouge on fait le traditionnel aligoté, vous savez, c'est ce petit vin blanc qui nous permet de faire un joli kir, un vin que j'aime bien moi parce que il est plutôt difficile à faire aujourd'hui, ça revient à la mode, tout le monde se défend de faire des bons aligotés avec un joli fruité. C'est un cépage qu'on a longtemps oublié, mais qui, en fait, c'est le cousin du Rolle et du Vermentino. Vous savez, ces petits vins blancs avec beaucoup d'aromatiques. Mais on dit petit, c'est parce qu'on les aime bien. Voilà, on les aime bien. Donc, voilà, c'est ça. Et ensuite, on va travailler le grand Chardonnay, celui qui fait les plus grands vins du monde, un peu partout d'ailleurs. Et donc, on va faire des Bourgognes Chardonnay, des Chauray blancs, Savigny premier cru, les Gravins. Ça, c'est un petit monopole de la maison en blanc. Et puis après, on fait donc Corton Charlemagne, le Charlemagne. Vous imaginez la colline juste au-dessus de la croix de Pernan, on a notre petite vigne là qui regarde Beaune et le sud. Voilà, c'est là où je me trouve. Voilà, en tout cas, Jean-Luc Maldan, après effectivement ce beau panel de vins, vous avez été sensibilisé à l'écologie par la profession. Oui, parce que vous savez, depuis 40 ans, quand on a traîné nos bottes dans tous les territoires du coin, on nous a tous dit qu'il fallait que on fasse plus propre. Alors au départ, il fallait être en ultraisonné, après on était en biodynamie, on a un peu tout essayé. Même nous, on a créé notre propre label bio il y a déjà maintenant. En 97, ça a démarré. Donc oui, on a une vraie sensibilité à faire en sorte de pouvoir... oui, parce que nous, on vit dedans. Oui, c'est ça aussi qui est toujours intéressant de savoir. Oui, c'est que nos enfants vont vivre aussi là. Donc il faut qu'on puisse leur donner l'outil propre.
Mais on ne se rend pas compte, en fait, à quel moment et à quel niveau, Jean-Luc Maldan, on parle de pollution dans ce métier. Expliquez-nous, en fait, en quoi, finalement La pollution, vous savez, la pollution aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un mot qui est plutôt à la mode, en fait. Dans pollution, c'est surtout le fait de savoir que tous les bidons de traitement, les nettoyages des pulvées, tout est géré. Je veux dire, toute la partie, on va dire, viticole, de tout ce qui vient impacter l'environnement est aujourd'hui plutôt bien traité. Et on fait vraiment attention à tout ce qui existe tout autour. Par contre, la partie, vinicole a toujours été un peu délaissée. Parce que donc c'est pas non plus des polluants, c'est pas une marée noire, mais heureusement. On va dire que voilà, aujourd'hui des vins issus ça peut être une année avec une surproduction, bon, bien que ça fait un moment qu'on n'ait pas eu, mais avec les vins de concours qui peuvent représenter des milliers de bouteilles, c'est des vins qui servent à la labellisation, des vins qui sont aussi donnés au laboratoire pour faire les analyses et pour savoir le degré. Mais ça veut dire quoi? Tous ces vins-là, jusqu'à maintenant, se retrouvaient dans le circuit de la distillation. D'accord. Et c'est là où il y a un impact environnemental net. C'est-à-dire que, vous savez, même nous, on travaille dans les spiritueux, donc l'eau de vie, en général, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Quand c'est pour faire des produits qualitatifs, j'ai aucun problème avec ça, bien au contraire. Mais par contre, il y a une partie qui sert à faire de l'alcool dénaturé, qui nous sert à faire des biocarburants. Donc ça, c'est tous des dérivés qu'on a cherché à utiliser d'alcool et on ne savait pas quoi en faire. Et donc là, c'est là qu'en réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte que pour faire de la distillation, il faut quand même chauffer l'intégralité du produit à 100 degrés à peu près. Ah oui. Donc c'est énergivore, hein. Exactement. Et donc en ce moment, avec les problèmes énergétiques, on sait très bien qu'on a des ateliers de distillation qui attendent, on va dire, des jours meilleurs. Pour l'instant, on stocke un peu des produits avant de les distiller parce que le prix de l'énergie est trop important. Mais qu'est-ce qui pollue finalement, qu'on comprenne bien? C'est ce que vous appelez vous la vinasse. La vinasse, ouais. C'est quoi? C'est parce que c'est la matière qui est polluante? Les vinasses sont donc le vin dans lequel on va avoir extrait l'alcool. Donc c'est ce qui reste après. D'accord. Et ce produit-là, il va être chargé en matière carbonée et azotée. Oui. Et c'est assez liquide. Donc si on voulait en faire de l'amendement, une sorte d'engrais, si vous voulez, il faudrait que pour pouvoir l'épandre, on soit obligé de le reconcentrer. Donc ça demanderait encore une action supplémentaire. Oui. Et donc là aujourd'hui, c'est pas question de pouvoir le faire. Donc il y a des zones qui sont déterminées par le préfet justement pour pouvoir répandre ces produits liquides, parce que il faut des sols qui soient assez argileux pour empêcher une pénétration de ces vinasses au contact des eaux de pompage pour l'alimentation humaine, pour les rivières. Donc tous ces produits-là, quand ça se retrouve dans ces zones aquatiques, ça va nous faire des développements de micro-algues. Ah oui. Et ces micro-algues, c'est des organismes qui vont être, qui vont pas être bons pour la santé. Ça veut dire que de l'eau devient impropre à la consommation? Ouais, c'est ça. On ne peut pas la consommer comme elle est. Donc après, c'est les zones justement qui sont déterminées, sont dans des zones où je vous dis, on a beaucoup d'argile, beaucoup d'humus, et puis le sol va le transformer. Donc, mais si on pouvait consommer ces produits-là nous-mêmes, c'est là où on serait beaucoup plus intéressant. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous récupérez, est-ce que c'est en tonnes? Enfin, vous, j'imagine que ce sont des vins de Bourgogne. Vous récupérez combien en tonnes, peut-être, de ces résidus, et combien vous arrivez On parle pas en tonnes. Et puis, vous savez, moi, je suis sur un projet qui débute, ça va faire maintenant 3 ans qu'on est dans cette histoire où après on a compris qu'il fallait faire quelque chose, donc là on développe, on fait que 1700 hectos pour l'instant, on arrive à traiter par an. Enfin 1700 hectos c'est déjà pas mal, excusez-moi. C'est déjà un bon début. Vous savez, je pense que de toute façon l'édifice de l'entretien de notre patrimoine, il passe par de la construction, par des petites pierres. Et puis si chacun il fait un petit peu, aujourd'hui on se rend compte que c'est comme ça ensemble qu'on pourra faire les choses. Mais ça veut dire que vous travaillez, vous l'avez dit, avec des concours de labellisation qui, eux, testent des vins. Donc, il reste forcément du vin, et tout ce vin est retraité, donc.
Exactement, c'est-à-dire que nous, on va, pendant les concours ou pendant les dégustations professionnelles, les vins, au lieu d'être mis à l'égout, puisque aujourd'hui c'était plus non plus autorisé, et donc nous, on va les collecter. On organise la collecte quand les gens ils ont des petits cubes de prêt, mais on nous appelle, on vient chez eux, on collecte ces produits-là. Nous, on les ramène à notre atelier qui est basé sur la commune de Ladois-Séréné. Et là, on va transformer ces produits-là, en fait, en vinaigre. Eh ben, vous bougez pas, on va en parler dans quelques instants. Ça, c'est la deuxième vie. Parce qu'il y a des choses passionnantes sur ces vinaigres et c'est extraordinaire. Ouais, c'est la deuxième vie de ces résidus de vin. Et on vous rappelle, première, en tout cas, entreprise de dépollution, de recyclage. Ils recyclent les produits œnologiques et ça se passe en Côte d'Or et c'est magique à voir. Si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. On revient dans un instant. C'est les entreprises responsables avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et c'est les vraies voix responsables avec Jean-Luc Maldan qui est toujours avec nous, propriétaire du domaine Maldan-Pavelot. Allez-y si vous avez la possibilité d'être à Chorel-les-Beaunes en Côte d'Or, c'est magnifique. Et puis premier recycleur d'Europe de produits œnologiques, c'est la première fois qu'on entend ça et c'est assez formidable. Et on le disait avant la pub, si vous venez de nous rejoindre, que finalement, Jean-Luc Maldan, vous récupériez les résidus de vin, donc tout ce qui est généralement déversé finalement dans les stations d'épuration ou je sais pas où, vous récupérez ça et vous en faites une nouvelle formule et vous faites du vinaigre. Exactement. Exactement. Donc en fait, le vinaigre est un produit qui est hyper intéressant en soi. Oui. Mais dans l'idée, moi, ce qui m'a passionné, c'est surtout que c'est un produit qui est consommé par tout le monde. C'est vrai. C'est-à-dire que comme c'est un produit qui est désalcoolisé, et toutes les populations tout autour du monde, hormis peut-être les Esquimaux, mais je pense qu'à part eux, tout le monde a toujours consommé du vinaigre. Le vinaigre, vous savez, c'est un produit qui était très intéressant du temps des Romains. C'est ça qui a permis aux Romains de conquérir le monde. Parce que quand vos armées se déplacent comme ça, oui, pour avoir de l'eau potable, il suffisait qu'un soldat romain, il ait simplement sa gourde avec du vinaigre. Il pouvait mettre quelques gouttes de vinaigre dans son gobelet et il avait de l'eau propre. Est-ce que c'est de ce principe-là, parce que je sais que vous avez, on reviendra sur vos vinaigres à vous, je sais que vous avez un projet très important en Tanzanie justement qui va dans ce sens. Exactement. Nous, aujourd'hui, on a été contacté par une entreprise de l'île Maurice qui est dans la plantation de canne à sucre et qui plante de la canne à sucre notamment en Tanzanie. Et ils nous ont demandé de leur faire une unité de transformation de jus de canne, donc du vin de canne, en vinaigre, de façon à ce que les années où les cours du sucre sont pas bons, on fait du vinaigre avec, et ce vinaigre-là va être distribué aux populations pour pouvoir avoir accès à l'eau potable. Ça veut dire qu'aujourd'hui on fait du vinaigre avec du sucre, enfin pardon, moi je découvre. Oui, on découvre, là c'est fou. Parce que je connaissais le vinaigre de vin, le vinaigre d'alcool, le vinaigre blanc, le vinaigre de cidre. On fait du vinaigre avec du sucre. On peut faire du vinaigre avec du sucre, mais ça c'est le principe des vinaigres de Modène, les traditionnels, que tout le monde appelle, vous savez, le vinaigre balsamique, qui est tombé dans la littérature commune. Oui, bien sûr. En fait, à l'origine, le vinaigre était fait pour pouvoir conserver le sucre. C'est-à-dire qu'on avait, pour garder du sucre à l'époque, il n'y avait pas 36 solutions pour en avoir toute l'année. C'était soit il y a eu les confitures, il y a eu les vins avec du sucre qui restait, mais sinon on pouvait trouver aussi des vins qui étaient faits dans lesquels en fait on allait sur la base du jus de raisin exactement. Ah oui. Du jus de raisin, on allait lancer une fermentation acétique, ce qui fait que ça allait acidifier le milieu, le désinfecter et conserver le sucre. Et ensuite, pour avoir cette concentration, monter ce vinaigre fait à base de sucre, il le laissait dans les greniers pour que ça s'évapore et ça se concentre, et ça permettait de sucrer les fruits pendant la saison d'après, pour consommer avec des fromages, pour l'utilisation du sucre toute l'année. Et vous faites des vinaigres aromatisés, une douzaine de vinaigres avec les résidus de vin de Bourgogne,
mettez-nous en appétit à 19h22. Vous avez parlé vinaigre de Modène, ce qu'on appelle le vinaigre balsamique, ça nous donne des envies aux papilles. Avec Cécile. Disons, voilà, c'est ça, c'est que non, notre principe de recyclage, il est fondamental pour toute l'idée de notre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont autour de nous, qui vont avoir des déchets agroalimentaires, notamment, on a des gens qui fabriquent, parce que vous avez une petite rubrique sur le chocolat qui va suivre. Oui. Nous, on travaille par exemple avec le gruet de cacao. Ah oui. Les gens qui fabriquent du cacao, qui fabriquent du chocolat, ont des fèves. Le gruet, donc la petite enveloppe qui se trouve autour, une fois qu'elle est faite, soit on en incorpore un peu dans certaines formes de tablettes de chocolat, ou c'est on en a retrouvé, mais sinon, c'est des produits qui partent en déchetterie, quoi. Donc ça, on peut les retravailler, donc on les collecte. Et on va faire une décoction de gruet et de cacao dans des vinaigres de pinot noir. Ce qui fait que ça va nous donner un côté aromatique, très chocolaté, mais juste derrière l'acidité. Par exemple, si vous voulez faire un petit dessert à l'improviste, vous faites une petite soupe d'agrumes, d'orange par exemple, et vous rajoutez du vinaigre de pinot noir aromatisé au cacao. Ça vous fait un petit dessert tout simple. Et c'est très très bon. Mais pardon, je vous coupe, mais comment vous avez... j'imagine qu'on ne découvre pas forcément ça maintenant. Ça vous vient, qui vous a appris comment c'est possible? Est-ce que c'est des tests que vous avez faits? Est-ce que c'est votre parcours? Ça vient d'où tout ça? C'est un peu mon parcours, oui, parce que déjà, vous savez, quand on est pendant 40 ans dans le monde du vin, donc on a déjà un goût qui se développe. On a aussi une petite entreprise de spiritueux où on va travailler sur des whiskies, des liqueurs, on a plein de choses comme ça tout autour du goût. Donc c'est ça qui va nous avoir donné, après, lui donner l'envie, et en même temps, on fréquente aussi les plus grands restaurants de France, et puis même des fois des plus petits, mais qui ont des cuisiniers hors pair. Et ceux qui nous ont donné toujours le goût de nous appliquer sur ce qu'on voulait faire. Donc vous imaginez, quand on se lance dans l'idée de dépolluer à notre niveau notre petit endroit, on cherche à avoir ce produit, ce vinaigre. Mais une fois qu'on l'a, il faut qu'on en fasse quelque chose de bon. Ah bah oui, oui, vaut mieux. Moi, c'est impossible de faire quelque chose si c'est pas bon. Donc l'idée, c'était vraiment ça, c'était de pouvoir aller travailler. Donc on va faire du vinaigre, ça, il faudra une autre émission pour que j'explique exactement comment tout se passe. Mais oui, et puis il y a des secrets, il y a des secrets qu'on ne peut pas savoir, j'imagine. Il y a des secrets de fabrication. Si, on peut tout dire. C'est pas classé secret défense. Mais Jean-Luc, en même temps, oui, allez-y. En même temps, aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est notre capacité à faire l'élevage des vinaigres. C'est là où on va tirer toute la qualité intrinsèque de nos produits. C'est à cause de ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on sait élever les vinaigres comme on pourrait élever l'eau de vie. C'est-à-dire que c'est quoi? Ça reste combien de temps il faut pour qu'un vinaigre arrive à maturité? Ça vieillit en fût aussi, un vinaigre, comme les vins? Exactement. Nous, en fait, on va élever le vinaigre pas comme du vin, mais plutôt comme un cognac, si vous voulez. On va l'élever sous bois ou comme les grands whisky. Notre idée à nous, c'est de les garder parce que le vinaigre, lui, ne souffre pas de l'oxydation, mais a besoin justement de beaucoup d'oxygène pour complexifier sa molécule et devenir quelque chose de plus acide du tout et devenir quelque chose de gras et riche. Donc pour ça, on a besoin de le garder en tonneau et nous, on va le garder. Aujourd'hui, on garantit minimum 2 ans d'élevage sous bois avant les produits qu'on met en marché. En tout cas, c'était passionnant, Jean-Luc Maldan. Le vinaigre au gruet de cacao, j'avais jamais imaginé que ça existait. Il y a même du vinaigre au gingembre. Au gingembre. Oui, on fait aussi avec des herbes. On produit nos propres herbes, du thym, du romarin, de la sauge. Et tout ça va accommoder tous vos petits plats tout au long de l'année. Et ben voilà, c'est une belle vinaigrerie artisanale. Je sais pas si beaucoup. Je vais tenir jusqu'à 20h sans manger là. Merci mille fois Jean-Luc Maldan d'avoir été avec nous. Le domaine de Maldan Pavelot, premier recycleur d'Europe de produits œnologiques, et bien sûr cette vinaigrerie artisanale à Chauray-les-Beaunes en Côte d'Or. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler chocolat, puisque avec plus de 300 000 tonnes consommées en France en 2019, les Français raffolent du chocolat. Et nos invités, dans quelques instants, en tout cas, notre invité est éco-responsable, 100% bio, 100% naturel. Enfin, il a toutes les qualités. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on vous parlait d'un recycleur finalement de résidus de vin, un viticulteur. On vous parlait de vinaigre, un nouvel artisan vinaigrier. Vinaigre aux gruettes cacao, ça fait une transition parfaite avec notre second invité, oui, Cécile. Exactement, puisqu'on l'a annoncé. Et puis c'est la société Crocola qui est avec nous. Alexandre Canard, cofondateur de Crocola. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir. On est ravis de vous avoir. On va parler d'un chocolat, mais d'un chocolat bio, d'un chocolat éco-responsable et 100% naturel. D'abord, petite histoire de cette entreprise, toute jeune entreprise, puisqu'elle démarre il y a quoi? C'est 2021. Voilà, c'est ça. À l'aube du confinement ou en plein confinement. On se souvient plus très bien tellement ça a été long. Et avec Amélie. Faut oublier. Avec Amélie Coulombe, vous êtes les fondateurs de cette marque marseillaise qui s'appelle Crocola. D'où démarre finalement cette prise de conscience de dire voilà, on se lance dans l'affaire du siècle, parce qu'il y a du monde derrière quand même. Oui, en fait avec Amélie, on a fait pas mal d'études consommateurs pour essayer de comprendre un petit peu ce secteur qui nous plaisait beaucoup. Et on a été vachement surpris de constater qu'aujourd'hui, il y avait plus de 80% des parents qui n'avaient plus confiance dans la qualité des produits proposés sur les tablettes de chocolat. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'en achètent plus, mais ça veut dire qu'ils se retrouvent souvent tiraillés entre la volonté de faire plaisir à leurs enfants avec des produits qui sont gourmands, qui leur plaisent, qui sont fun, et la culpabilité d'acheter des produits qui sont souvent ultra transformés, extrêmement sucrés. Et du coup, la volonté de Crocola, c'était vraiment de répondre à cette envie des parents de répondre à un produit, avec un produit qui fasse plaisir à leurs enfants, mais qui soit quand même plus équilibré pour eux. Mais c'est une filière que vous connaissez, parce qu'on ne débarque pas dans une filière comme ça. J'imagine qu'il y a un terrain avant. Oui, Amélie et moi, on a bossé en grande distribution chez différentes marques de grande consommation pendant quelques années avant. Amélie plutôt orientée marketing et moi commercial, et du coup on avait une vraie complémentarité en fait pour lancer un projet. Et du coup, le chocolat, c'était quelque chose qui nous parlait vraiment. Est-ce que quelque part, le fait d'avoir tous les deux travaillé en grande distribution, ou quand même, on va pas se raconter d'histoire, les grands industriels de l'agroalimentaire sont rois dans les rayons agroalimentaires, et cette étude, 80% des parents qui déclarent ne pas avoir totalement confiance, vous avez pas fait le mix des deux en disant faut qu'on fasse un produit grand public, mais qualitatif, et pour lequel le consommateur final le consommateur final aura confiance? Oui, c'est exactement ça. C'était la volonté vraiment de s'inscrire dans le quotidien des Français avec un produit de grande consommation qui fait vraiment office de fond de placard, les tablettes de chocolat. C'est quelque chose que tout le monde consomme. Mais on voulait proposer cette alternative beaucoup plus saine, beaucoup plus artisanale aussi, qui soit uniquement avec des ingrédients bio, responsables, d'origine naturelle. On a fait des tablettes qui sont avec le cacao comme ingrédient numéro 1, même sur le chocolat. C'est vraiment important pour nous. Sur une tablette de chocolat, d'avoir plus de chocolat que de sucre, notamment. Donc voilà, c'était un petit peu la promesse de Crocola. Alexandre Canard, d'où vient ce chocolat? Parce que c'est intéressant de savoir. Où est-ce qu'il est transformé ou fabriqué? La petite histoire dans la grande histoire, c'est quoi? Alors nous, on est basé sur Marseille et on produit dans une usine qui est juste à côté de Marseille en Provence également. C'est vraiment important pour nous d'avoir un produit qui soit vraiment régional et qui soit made in France surtout. C'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. Et c'est quel type de chocolat? Il vient d'où? Alors on a des chocolats qui viennent d'Amérique latine, principalement du Pérou. Ce choix, il a été fait de par la nature des fèves de cacao qui viennent de là-bas, qui sont très fruitées, très aromatiques et qui permettent en fait du coup d'avoir beaucoup de goût sans avoir à rajouter d'arômes artificiels, sans avoir à rajouter de vanilline ou quoi que ce soit qui en fait masque le goût du chocolat. Donc voilà, c'est Pérou en grande majorité et Amérique latine. Vous sélectionnez vous-même vos producteurs de cacao? Non, on travaille avec un partenaire en fait qui produit pour nous et qui en fait via lui, nous on choisit un petit peu part de sa gamme en fait des cacaos qui vont être certifiés bio, Max Havelaar Fairtrade également. Oui. Mais voilà, nous de par nos volumes, on n'a pas la possibilité d'importer directement de là-bas.
Et Philippe, David, vous le disiez tout à l'heure, se faire une place forcément parmi tous ces mastodontes à côté. Est-ce que comment ils vous regardent aujourd'hui, parce que vous arrivez finalement, vous avez réussi à faire une place, parce que je crois que vous êtes déjà référencé dans 2000 magasins. Comment se faire une place en si peu de temps? C'est quoi la méthode? Alors malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de méthode miracle. On aimerait bien en tout cas d'avoir été un bon commercial comme vous auparavant. Enfin, c'est le b.a.-ba, on va dire ça comme ça, non? et avoir une bonne marketeuse à ses côtés, c'est parfait. Bon, écoutez, merci, c'est gentil de le dire en tout cas. En fait, je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle. Après, ce qui est important, surtout nous, notre positionnement, c'est de se dire qu'on ne va pas en frontal avec ces énormes mastodontes qui sont beaucoup plus gros que nous, évidemment, et qui se battent avec des armes différentes. Nous, notre discours, il est vraiment différent. Il est de dire qu'on apporte vraiment de l'additionnel dans le rayon. On apporte un produit qui répond à une nouvelle demande. Il n'y a pas d'autres produits comme nous de chocolat de dégustation pour enfants. Donc, il y a vraiment cette place en fait qui peut être faite dans cette catégorie en fait. En quoi c'est éco-responsable? Alors, c'est éco-responsable de par la recette que l'on utilise. Donc, c'est uniquement des ingrédients bio qui sont certifiés Fairtrade. Il n'y a aucun additif, il n'y a pas de vanille, il n'y a pas de lécithine de soja, il n'y a pas d'huile de palme. Ah oui. C'est vraiment la tablette de chocolat la plus clean en fait qu'on puisse avoir, avec le minimum d'ingrédients. Donc, c'est 4 ou 5 ingrédients maximum par tablette, en fonction des inclusions en fait qu'on va mettre à l'intérieur. Et c'est ludo-éducatif. Exactement, oui aussi. Donc du coup, c'était le petit bonus aussi, c'est-à-dire que quand on ouvre nos tablettes de chocolat, à l'intérieur, les tablettes se transforment en contenu ludo-éducatif avec un maxi coloriage, des petits quiz et des petits jeux. Et l'idée, en fait, c'est aussi de sensibiliser les enfants à tout l'environnement autour du cacao. Qu'au moment de la dégustation, l'enfant réalise que son cacao, il vient d'un endroit en particulier, qu'il y a tout un environnement et tout un écosystème autour de ce cacao et que c'est important d'en prendre soin, de le savoir déjà et puis d'en prendre soin. En clair, vous joignez l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est le goût du chocolat, et l'utile, c'est pour les gamins de se cultiver. Enfin, à Marseille, vous dites les minots d'ailleurs. Exactement. Et puis, il y a même des parents qui apprennent certaines informations dans nos tablettes, dans notre contenu éducatif, d'où vient le cacao, comment ça pousse, comment c'est travaillé, etc. Enfin, pas tout le monde finalement ne sait, parce que voilà, si on ne cherche pas vraiment l'information, elle ne vient pas forcément à nous. Donc, Moi, je connais une animatrice de radio et de télé qui adore les blagues carambars. Je ne dirais pas qui c'est, mais elle est à peu près à 50 cm à ma gauche. Mais je ne balance pas. Les blagues crocola. Justement, pour ces informations, c'est vrai que inciter les enfants face à l'environnement, à savoir la traçabilité, parce que c'est ce que vous proposez. Vous offrez une traçabilité à ce qui atterrit dans nos assiettes finalement. Oui, exactement. De la production jusqu'au magasin et même jusqu'à l'assiette, c'était important pour nous que tout soit le plus transparent possible et le plus clean possible. D'ailleurs, en fait, dans cette volonté vraiment d'être engagé en tant que société, on veut aller plus loin, et du coup, on a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Reforest Action, et du coup, on a financé la reforestation de la forêt tropicale avec plus de 2000 arbres en 2022. Et voilà, et on va continuer en fait, parce que l'idée, c'est que même si on est une petite société, l'engagement n'implique pas forcément un gros chiffre d'affaires. On peut tous avoir un impact, et c'est vraiment ce qu'on essaye d'inculquer au quotidien dans nos missions. Expliquez-nous, parce qu'on est tous un peu béotiens. Comment ça se travaille un cacao? Parce que le café, il y a la brûlerie de café, le torréfacteur, on sait à peu près comment ça marche. Mais le cacao, je suis sûr qu'on est beaucoup à pas savoir. Expliquez-nous. Alors du coup, le cacao, c'est une fève qui vient de loin, qu'on fait venir, enfin ou pas d'ailleurs, et qu'on peut travailler, qu'on va mélanger, on va créer vraiment une sorte de mélange de cacao en fait en fonction des différentes origines, qu'on va mélanger avec différents sucres et différents ingrédients. Mais ça, ce sont des professionnels qui le font, ou c'est vous qui goûtez, ajustez? Comment ça se passe finalement? Comment on crée une recette? Est-ce que ce sont des professionnels, ou vous dites, voilà, moi je voudrais ce goût-là parce que je trouve ça formidable? Alors du coup, c'est mon associé plutôt qui va gérer cette partie production. Oui, le bon goût, c'est les femmes en général. Hein. C'est ça. Ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Ouais, du coup, mon associée Amélie, elle a fait un CAP chocolatier, elle, pour vraiment comprendre et maîtriser toute la chaîne de production d'une tablette de chocolat et du chocolat. Ah, c'est génial. Et donc, elle a travaillé main dans la main, en fait, avec l'atelier partenaire.
pour justement avoir les tablettes que l'on veut, au goût qu'on veut, avec les inclusions qu'on veut, à l'équilibre qu'on veut. Donc, c'est tout un travail en fait main dans la main avec notre atelier. En tout cas, vous restez avec nous, Alexandre Alexandre Canard, j'étais en train de chercher parce que vous avez remis au goût du jour une merveilleuse marque qu'on adore. On va en parler dans quelques instants. Et c'était très, comment dire... Ça nous rajeunit pas, mais ça nous a on n'est pas si vieux que ça loin, quand même. Loin. Et on est très content de l'avoir revenir dans les étals. Voilà, vous restez avec nous. On reviendra en quelques instants. C'est les entreprises responsables et les vraies voix responsables. Et on est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables avec cette jolie entreprise. Ça s'appelle Crocola qui propose du chocolat bio, équitable, 100% naturel à destination des enfants. La marque qui réinvente les codes du chocolat pour enfants en offrant une alternative saine pour leur offrir du bon chocolat à travers des tablettes conçues pour les enfants et pensées par les parents. Parce que ça, c'est tellement intelligent. Avec Alexandre Canard qui est avec nous, cofondateur de Crocola. Et puis on embrasse aussi Amélie Coulombe, la cofondatrice, bien entendu, avec cette bonne idée de vous déclarer il y a là assez récemment, si vous êtes vieux comme Philippe David et moi, écoutez, ça devrait vous rappeler quelque chose. Écoutez. Merveille du monde, au lait, aux noisettes, aux amandes pilées. Merveille du monde et un très bon chocolat. Et cette marque incroyable, iconique, totalement iconique des années 80-90. Qui est responsable de tout mon surpoids. Voilà, c'est ça. Le chocolat merveille du monde. Alors déjà, c'est vrai qu'elle a disparu. Si vous ne me le dites pas, j'avais complètement oublié qu'elle avait disparu. Elle a disparu en 2007, je crois. Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Et finalement, elle appartenait à qui? Parce qu'elle appartenait à Nestlé à l'époque. Mais elle appartenait à qui? Alors en fait, du coup, Nestlé, là, pour remettre un peu de contexte, Nestlé l'a lancé en 1978 et l'a arrêté en 2007, donc après 30 ans de grosses communications et de gros succès. Et ils l'ont arrêté pour une stratégie en fait interne de rationalisation de portefeuille sur des marques uniquement internationales. Ah ouais. Voilà, donc la marque a été arrêtée et elle a été entre-temps rachetée par une société spécialisée dans le rachat et la revente de marques. Et on est rentré, nous, avec Amélie, dans un appel d'offres pour pouvoir la récupérer il y a maintenant 2 ans. On a réussi, de par notre projet, à gagner cet appel d'offres et signer du coup la récupération et le rachat de la marque l'année dernière. Et depuis plus d'1 an, on travaille au quotidien pour pouvoir relancer cette marque en 2023. Mais vous l'avez gagné sous quels critères en fait? De refaire finalement la même chose mais avec la société d'aujourd'hui? Alors, on a eu un vrai parti pris, c'était de garder un petit peu les piliers de la marque, ce qui a fait la force de la marque, qui sont la recette, les moules et la collection. Mais par contre, on voulait un vrai virage dans l'engagement de la marque. Voilà, le fait que la société Crocola et que nous, on récupère la marque, ça nous donnait une mission aussi d'engagement. Et donc, on travaillera avec du cacao qui est responsable, donc qui est labellisé Fairtrade. Et on aura aussi un engagement avec l'association 1% for the Planet, où 1% de notre chiffre d'affaires sera reversé à des associations qui luttent contre la déforestation, qui tentent au maximum de lutter contre et de maintenir l'écosystème et le maintien des animaux et de la faune et de la flore. Alors, Nestlé, c'est un groupe mondial. Ils ont fait une rationalisation des marques pour n'avoir plus que des marques mondiales. Vous êtes le petit producteur, le petit poussé à côté. Merveille du monde, c'était présent qu'en France pour Nestlé, ou comme ils vendent dans le monde entier, c'était présent dans quelques autres pays, mais pas assez de pays pour continuer? Non, c'était vraiment une marque 100% française. Voilà. En fait, de par le contenu en fait à l'intérieur des tablettes, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait toutes ces cartes à collectionner qui étaient du coup très variées, très riches d'informations. C'était très compliqué d'un point de vue industriel et même marketing de répliquer cette marque à l'étranger avec tout le contenu qu'il fallait traduire, et donc elle n'était qu'en France.
Vous disiez tout à l'heure les moules. Ça veut dire qu'aujourd'hui il faut tout reconstruire finalement, parce que forcément, vous rachetez la marque, mais on va pas vous resservir les moules d'antan. Donc ça veut dire qu'il faut tout imaginer, tout construire. Est-ce que sont les mêmes animaux? Qu'est-ce qui ne va pas changer? Qu'est-ce qu'on va retrouver nous de notre génération en disant c'est génial, merveille du monde, le retour? Vous avez tout à fait raison. En fait, nous, on a racheté le nom Merveille du Monde, le nom de marque. Mais par contre, c'était une vraie coquille vide. C'est-à-dire qu'à part ça, on n'avait rien. Et donc, on a voulu comprendre cette marque avant de la relancer. On a beaucoup travaillé avec les fans de la marque et des historiens. Il y a des fans de la marque? Oui, complètement. En fait, il y a des pétitions en ligne signées par plusieurs milliers de personnes qui sont toujours hyper actuelles et hyper signées constamment tous les jours. Et donc, on a pris contact avec ces gens pour comprendre vraiment ce qui les motivait dans cette marque, pourquoi ils se battaient pour une relance, en fait, et quels étaient les piliers de la marque. Et donc, comme je vous ai dit, il y avait la recette qui était une recette de chocolat au lait avec des noisettes et amandes pilées, avec un peu de vanille. C'était vraiment une recette très gourmande et très qualitative aussi déjà à l'époque. On avait ces moules aussi qui étaient avec 6 gros carreaux sur une grosse tablette. Donc, c'était vraiment des grosses consommations, des consommations de gros carreaux qu'on pouvait manger de façon assez ludique avec les animaux en relief, où on pouvait manger tout le tour de l'animal et finir avec l'animal. Et il y avait cette collection aussi avec une carte à collectionner à l'intérieur. Donc, nous, on a voulu reprendre chacun de ces piliers, les garder et puis aussi leur apporter une petite touche. Donc, on a développé 2 moules différents, toujours en suivant ce principe de gros carreaux. Avec des animaux à la fois terrestres, maritimes, aériens, et on a voulu aussi ajouter des végétaux, parce que la marque s'appelle Merveille du Monde, donc pour nous c'était assez inclusif avec des végétaux également. Effectivement. Et vous avez retravaillé les recettes avec des historiens du chocolat. Comment vous les avez trouvés? Alors peut-être dans le groupe Facebook, génial, nous voulons à nouveau Merveille du Monde. Je savais pas je connaissais les historiens sur le Moyen-Âge, la Deuxième Guerre mondiale, mais sur le chocolat, je ne savais pas. Non, alors du coup, c'était un mix entre les fans et les historiens ou des personnes qui connaissaient la marque à l'époque pour avoir travaillé, par exemple, pour la marque Merveille du Monde et qui, du coup, pouvaient nous donner pas mal d'informations sur l'historique de la marque et ce qui en faisait sa force. Et pour être sûr de pouvoir avoir une recette qui colle aux attentes, on a fait plusieurs essais, on a fait plusieurs développements avec notre partenaire et on a fait goûter, en fait, tout simplement, à un maximum de personnes et de fans pour voir laquelle des recettes leur plaisait le plus et laquelle collait au plus à la recette originale. Et on a fini par trouver et on est très content. On a vraiment hâte que la tablette se retrouve en rayon encore. Alexandre Canard, est-ce que ça veut dire que le packaging sera le même exactement, justement, façon Madeleine de Proust? Parce que on dit toujours, et si vous avez des fans, en tout cas de cette marque, on ne touche pas aux fondamentaux, en fait. Et puis une Madeleine avec un carré de chocolat, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. C'était important pour nous, justement, de bien comprendre les attentes des consommateurs pour ne pas les décevoir. Donc, c'est pour ça que vraiment la recette, c'était un pilier indétrônable. Il fallait que ce soit la même recette qui ressemble au goût, que ce soit vraiment le même goût. Pour le packaging, c'est la même chose. On voulait qu'il y ait une reconnaissance immédiate du packaging en rayon avec le lion qui trône un petit peu sur cette tablette, avec le logo aussi, avec un code couleur particulier. Donc, on a modernisé un petit peu quand même ce packaging qui, du coup, a été arrêté il y a plus de 20 ans. Mais on retrouvera vraiment les codes forts de la marque avec l'animal, le logo et toute la savane en dos de pack. Et on peut se le procurer où finalement? C'est-à-dire que j'imagine que ça y est, la machine est lancée et que certains espaces, certains magasins vont se l'arracher en disant non, on veut être Prums. Alors, Prums, ce sera Ulule, sur la plateforme sur laquelle on fait notre campagne de précommande en fait en ce moment.